part la nuit pour aller voir les gypaètes à l'affût parce que c'est des oiseaux tellement farouches, mais il ne faut pas qu'ils nous voient arriver. On arrive le matin avant que le lever du jour ne soit là. Les oiseaux sont souvent posés à côté de l'air. Et donc certains ne réagissent pas trop, mais d'autres, on ne peut pas les approcher, donc on prend toutes les précautions. Ça c'est le bouvreuil, et le jour se lève, on est bien, les oiseaux, les gypaètes sont dans la falaise, et là il faut qu'on reste jusqu'à ce soir à la nuit, pour redescendre à la nuit, pour ne pas les déranger. Ah, il fait très beau, on va avoir une très belle journée, mais il ne faut pas bouger, alors on a fait cet affût le plus naturel possible, où il y a quelques filets, mais on a mis beaucoup de branches sapin pour ne pas perturber le site. Et parce que les oiseaux, ils connaissent très bien leur territoire et la moindre modification, la moindre chose qui change avec la vue qu'ils ont, ils n'acceptent pas. Et on va essayer de voir s'ils sont dans la falaise là. Ah donc je les vois. Ils sont posés sur la crête là. Le mâle vient d'arriver. Oh. Ah c'est joli, ils sont plein ciel, dis donc. Ils se font du bec avec. L'accouplement. Oh que c'est joli. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Regarde. Normalement, elle ne devrait pas tarder à pondre. Et dès qu'elle a pondu, il va y avoir l'incubation. L'incubation dure 55 à 58 jours. Et c'est surtout la femelle qui passe beaucoup de temps. En fait, les femelles chez ces grands rapaces sont beaucoup plus grandes que les mâles. Et ce sont elles qui ont les plaques incubatrices au niveau de la poitrine qui leur permet de maintenir une bonne chaleur pour l'incubation des 2 œufs ou de l'œuf. Et quand il y a des relèves, le mâle vient, il passe moins de temps à la couvaison, puisqu'il n'est pas équipé, lui, par contre. Mais par contre, il vient la remplacer pour qu'elle puisse aller se nourrir. Puis au bout de quelques secondes, quelques minutes, il revient au bord de l'air, il regarde pour voir si la femelle ne revient pas. Il s'ennuie dans le nid, il n'est pas bien. Le couple est uni pour la vie, pour une trentaine d'années qu'ils vivent. Et ils sont reproducteurs à partir de la 10e, 12e année. Et ensuite, on revoit toujours les mêmes oiseaux dans le même territoire, à moins qu'il y ait un des 2 adultes qui disparaissent pour différentes raisons. Ça peut être la mortalité d'un accident ou autre chose. Mais sinon, le couple est fidèle pour la vie. Si possible, tu donnes l'orientation vers la partie ventrale, parce que là, il n'y a pas de... Ah ouais, d'accord. D'accord. En fait, je Ça. crois que j'ai démarré un peu. Et après, tu prends court. Tu prends ton fil assez court, qui se tord. Et ça, tu fais ça. J'ai vu des œufs, mais chez des oiseaux en captivité. Jamais on voit un œuf dans un nid parce que c'est trop profond, on est toujours en dessous des airs, on ne veut pas les déranger, donc on ne va pas s'approcher. Un œuf, il est plus gros qu'un œuf du noix, il doit faire 200 à 220 grammes à peu près. Tu vois là-haut sur la falaise, il y a un couple qui niche.
Et la femelle a pondu il y a à peu près 60 jours. Par contre là j'ai un doute aujourd'hui parce que je ne vois pas les oiseaux au nid. Mais c'est pas normal parce qu'à cette période-ci, il faudrait qu'il y ait un adulte en permanence au nid. Soit pour finir de couver l'œuf, soit pour protéger le poussin s'il est né, quoi. Ben là, on est en train d'apporter de la nourriture aux gypaètes à une période où justement le sol est recouvert de neige, donc ils ne trouvent pas peut-être suffisamment de nourriture sur le terrain. Et donc au moment de la nidification, on lui apporte une aide pour que justement la nidification se passe au mieux. Et donc sur le parc des Pyrénées, il y a quelques nourrissages qui sont dispersés le long des 6 vallées. Et là on apporte une fois par semaine une douzaine de kilos d'os, lambeaux de peau, tendons, etc. Le gypaète est un sommet de pyramide alimentaire, donc il va manger tout ce que les autres animaux l'ont laissé dans la nature. Quand les vautours vont dévorer soit un animal domestique, soit un animal sauvage, c'est-à-dire tous les ongulés, il va rester la peau, les os, les pattes, les colonnes vertébrales. Et lui, il est adapté pour manger. Il mange de la viande, mais il mange aussi beaucoup d'os. Et il est capable d'avaler une patte entière d'un chevreuil, d'un isard. Voilà, c'est ceci. Alors ceci, nous on l'a vu, un gypaète, il avale entièrement. Et quand c'est trop long, bien sûr, il a un bec adapté pour découper au niveau des articulations les tendons. Donc il va y arriver à découper. Et là, il va avaler des morceaux qui font plus de 20 cm d'un coup, le sabot y compris. Après, il a des sucs digestifs qui lui permettent de digérer. Et quand les os sont trop longs ou trop gros, c'est là qu'il les emmène à plein ciel, au-dessus d'une falaise ou d'un pierrier, pour les casser. On l'appelle le casseur d'os. Les Espagnols l'appellent el quebrantahuesos. Ils vont se poser, bouge pas. Ils arrivent. Voilà. Ça, c'est les cris de gypaètes, des jeunes gypaètes. La majorité des gypaètes ici, c'est des jeunes. Des jeunes qui sont écartés des territoires et qui viennent chercher la nourriture ici. Alors là, la première année, les jeunes sont entièrement noirs, tout noir. Et il commencera à la fin de l'année ou début de l'année prochaine
juste mettre un peu d'orange, ça commencera juste un peu à se teinter sous la poitrine. Et puis l'année suivante, eh bien, ça va continuer, mais la tête reste noire jusqu'à la 3e, 4e année, tête noire, et là le corps va devenir orangé. Donc à la 4e année, on a des oiseaux qui sont dans cet état de plumage. Petit à petit, l'orange va augmenter, la tête va tout doucement, progressivement, depuis le cou, devenir jaune. Et on arrive à des oiseaux qui ont entre 6 ans et 7 ans, qui sont adultes et imparfaits, et qui ont la tête qui devient entièrement jaune. Alors l'adulte devient complètement adulte, entièrement adulte, à partir de la 10e année. Là, le plumage est parfait. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à se former en couple. Et le couple, là, ne pourra être reproducteur qu'à partir de la 12e année. Là, je vais voir le responsable des bergers de la vallée, parce que tous les gens qui pratiquent des activités humaines dans les territoires de gypaète, on se doit de les informer pour ne pas que, sans le savoir, ils les dérangent. Que ce soit les éleveurs, que ce soit les gens qui font de l'escalade, les chasseurs également, les professionnels qui utilisent des hélicos pour les survols. Donc on les informe, les DF, gendarmerie et autres, de manière à ce que dès qu'on sait que le couple est installé dans une falaise, on évite on leur demande gentiment, parce qu'on n'a pas le pouvoir dans la zone périphérique, on n'a pas le droit d'interdire. Mais ça se passe bien en général, ils comprennent bien et ils évitent tous ces dérangements possibles, que ce soit des dérangements faits par les professionnels ou par les gens qui font des activités de loisirs. C'est quelqu'un à la maison? Où êtes-vous? Bienvenue au chocolat. Jean-Pierre. Comment vas-tu? Ça va? Bien. Et toi? Bien, très bien. Ça va? Bon, presque fini. Les bêtes, ça va? Très bien, très bien. Bon, dis-moi, je voulais te dire par rapport aux écobuages qui étaient prévus là. Ouais. Le couple de gypaète, c'est bon, il s'est installé dans le haut de la vallée. Donc, Je convoquerai tous les agriculteurs et puis on ira oui. se... Le seul truc, comme je t'avais dit, essayons de ne pas brûler la falaise quand même, parce qu'il y a une aire. Il risque d'y revenir l'année prochaine, on ne sait pas, mais au moins ne pas brûler le site, quoi. Ouais, mais c'est prévu, on ne voulait pas la faire brûler justement pour pas que les bestioles s'engagent et aillent se faire mal. L'année prochaine, bon. Michel arrive, on ne fera pas les Il est resté chez nous quand même. Oui, oui, il est dans la vallée. Bon. Il est vers le haut de la vallée. Bon, c'est bon. Alors là, ça couvre maintenant. C'est bon. Espérons que la reproduction soit bonne et puis que tout Ouais, se mais passe d'accord, bien. mais sitôt qu'il fera beau. Voilà, dès qu'il fait beau, à la limite, on vous donne un coup de main. Eh bien, si tu veux. Bien. Si tu veux, on vous le dira. Voilà, tout se passe bien. C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord. Bien. Ouais. Bon, alors les bestioles? Eh bien, ça va, tu vois. On a presque fini les agnelages. Il nous en reste une... Mais oui, on a un couple de gypaètes qui s'installe chez nous. C'est vrai que s'il y reste, c'est qu'il s'y plaît. Et s'il s'y plaît, c'est qu'on ne fait rien pour l'empêcher de nicher, pour l'empêcher de se reproduire chez nous. Quoi. Puis c'est vrai que c'est un bel oiseau, c'est pas un prédateur. Pour l'agriculture, c'est un bel oiseau. Adulte, le gypaète pèse environ 7 kg. Il est plus léger et il est plus petit que le vautour. On a pesé des vautours adultes 10 kg. Par contre, le gypaète est un peu plus fin, la voilure est plus fine, le corps est plus élancé, plus maigre. Mais par contre, en envergure, on a mesuré des gypaètes jusqu'à 2,95 m d'envergure. Donc entre 2,80 m et 2,95 m.
66, 872 menos 1, 2, 3, 4, 5, 72 menos 5, 67, 67. Hay 67 marcados, hay 34 con emisor. Voilà. Donc il y en a 34 avec des émetteurs. Pour marquer les oiseaux, ils les capturent au nourrissage. Là. Ils ont un système avec des filets. Lorsque les oiseaux sont posés, il y a un système électrique qui déclenche le filet, qui recouvre les oiseaux, et puis ils viennent les attraper et les marquer. Et après, ils mettent des émetteurs sur le dos qui permet de localiser les oiseaux au fil du temps. Bon, cette opération de marquage, elle sert surtout à connaître déjà le territoire des oiseaux, hein, leur déplacement, parce que comme ce sont des oiseaux qui n'ont pas de frontières, ils passent aussi bien côté français que côté espagnol des Pyrénées. Et donc on est plusieurs observateurs avec des récepteurs comme ça qui localisent les oiseaux 1, 2, 3 fois par semaine. Et on arrive à connaître à peu près leur déplacement tout au long de la chaîne. Et parfois on arrive aussi à savoir le territoire de nidification des oiseaux grâce à ces émetteurs, parce que certains oiseaux se fixent dans des endroits bien précis pour nicher. Sí, mira, Ramiro. Sí, aquí. Tiene 6 años. 6 años. Sí. Sí, le veo también de vez en cuando en Salarí y le he contactado la semana pasada también. Sí, perfecto, muy bien. Y son marcas salariales blanco, con punto negro. Sí, en cada ala, sí, se ve bien. Muy bien. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des adultes qui viennent se chercher de la nourriture pour nourrir les jeunes dans les nids. Oh la bagarre. Un doublat là devant. Il en prend un os. Il part. Joli. Là, on voit le poussin dans le nid, mais il a la taille du noix à peu près. Il a encore le plumage de jeune. Il commence à mettre quelques plumes, mais il doit peser 5 kg à peu près, quoi, entre 4 et 5 kg. Alors en ce moment, on est dans la période où le jeune est assez gros, assez grand pour rester tout seul au nid. Les parents, tous les deux, en profitent pour aller chercher de la nourriture. Ils reviennent régulièrement, toutes les heures ou des fois un peu moins, dès qu'ils trouvent de quoi nourrir le jeune. Et c'est surtout, on a observé que c'est surtout la femelle qui va nourrir le poussin. Elle porte de la nourriture, soit dans le bec, soit dans les serres quand c'est grand. Elle peut porter un gigot d'isard, elle peut porter une patte de mouton, elle peut porter plein de choses. Le mâle, lui aussi, il va chercher de la nourriture, mais il passe moins de temps au nid. Il va poser la nourriture et assez souvent, comme il circule à vue, il se voit de très loin, la femelle revient très vite et c'est elle qui va couper les morceaux de nourriture que le mâle a porté pour nourrir le jeune. Wow. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de sortir une grande carcasse. C'est des côtes de mouton. Wow. Oh dis donc, elle s'en va avec. Et bien elle est partie avec toute cette carcasse de mouton. Ouais, là je pense que c'est... Les oiseaux nettoient souvent le nid.
Ils nettoient très très souvent. Dès qu'ils portent trop de nourriture, au bout d'un moment, on voit même les mouches qui circulent. C'est des parasites, c'est pas très propre au bout de quelques jours. Et donc tous les oiseaux, à un moment de la journée, ou au bout de 2-3 jours, ils évacuent tout ce que le jeune n'a pas mangé. Ils vont sortir des bouts de pâtes, des bouts de peau, tout ce qui sent mauvais et puis qui peut apporter vraiment des maladies ou des parasites. Elle est allée là, elle est partie loin du site de la falaise. Elle est allée l'évacuer si ça se trouve assez loin. Ou si ça pesait trop, elle l'a peut-être simplement jeté au pied de la falaise en partant. Un couple de gypaètes a un territoire très très grand, ça peut être 100 ou 150 km², toute une vallée, des fois 2 vallées pour tout le couple. Ils vont chercher leur nourriture, mais là dans ce territoire, ils ont plusieurs aires. Et un couple peut avoir jusqu'à une douzaine d'aires différentes, mais dans la douzaine, il y en a toujours 3 ou 4 qui sont les plus fréquentées parce que ce sont les meilleures, parce qu'elles sont protégées, parce qu'ils ont eu une réussite d'élevage de jeunes. Et pourquoi ils changent? Parce que ce sont des oiseaux qui sont très propres, ils sont capables donc de nettoyer les aires, mais quand il y a eu surtout quand il y a eu l'élevage de jeunes une année, l'année d'après ils ne reviennent pas là, dans cette aire-là, parce que il peut y avoir trop de parasites, trop de déchets qui sont encore là et ça peut apporter des maladies. Donc il est très rare d'une année sur l'autre qu'ils reprennent la même aire. Ils vont changer pratiquement tous les ans. Le taux de reproduction pour un couple de gypaètes, c'est un jeune élevé tous les 3 ans. C'est très peu. Et normalement, il est sorti d'affaire. Il devrait, au niveau nourriture, au niveau croissance, il est bien, là, il devrait être prêt à s'envoler. Et là, le dernier incident qui peut se passer, c'est la chute. La chute de l'air, au moment où le jeune va se muscler, il va battre des ailes très très souvent toute la journée pour essayer de muscler ses ailes avant de l'envol. Et quelquefois, on le voit, il se déstabilise. Il a les pattes qui se soulèvent, il se soulève de 20 à 30, 40 cm de l'air. Alors il retombe sur l'air, mais si jamais il manque son coup, tout en se musclant, il peut chuter. Et donc c'est un apprentissage, comme quand nous on a appris à marcher, on a fait des chutes. Et donc les chutes, si elles ne sont pas mortelles, si elles ne sont pas graves, si ça ne se casse pas, il va s'en sortir. Et puis là, il va partir, il va apprendre à voler avec ses parents. Il va apprendre à se déplacer d'1 kilomètre, un peu moins, revenir à l'air. Mais souvent le soir, il revient dormir dans le site. Et il va apprendre à chercher la nourriture. Donc les parents vont l'amener dans des espaces où ils ont déjà repéré que s'il y a une brebis morte ou s'il y a un isard mort, ils vont l'y amener, ils vont l'apprendre à se nourrir. C'est l'apprentissage de la vie et ils vont l'accompagner jusqu'au mois de novembre-décembre. Mais au mois de novembre-décembre, quand le couple va recommencer le cycle de reproduction, ils vont l'expulser de ce territoire. Il n'a plus le droit de vivre dans la vallée où il est né.
Bagarre pour annonce.